Une petite histoire de guerre, chapitre 7. Maman a pleuré. Qui t'a frappé, Jack? Personne, maman, c'était une bagarre, une petite vendetta. Une vendetta? Je devrais peut-être appeler Mrs. Carroll, elle saura ce que c'est, elle, ta petite vendetta. Elle n'est que la directrice, ai-je dit. Elle sait pratiquement rien. Tiens-toi tranquille. Alors ne me demande pas de t'expliquer les choses. Va te coucher, Jacques Junior, t'es vraiment mal élevé. Je respire de la poussière de soie toute la journée, je vis entouré de parachutes et tu rentres comme le vainqueur d'un combat de boxe avec de la teinture d'iode aux lèvres. C'est pour ça que je t'envoie dans une école privée, hein? C'est pour que je travaille comme une esclave? Je suis boursier, je dis. Je suis le tableau, moi, après la classe. Va te coucher. Dehors, il faisait nuit. Et ça m'était égal de me passer de dîner. J'ai imaginé qu'il était minuit. Je me suis brossé les dents. Je n'aurais pas dû répondre à maman ainsi. La poussière de parachute, c'est très mauvais pour les poumons. Elle paye l'école chaque fois qu'elle peut, mais elle reçoit juste une petite pension du gouvernement. Papa est un héros de la guerre, même si on ne l'a pas décoré. Toute sa compagnie a été liquidée, en même temps, si bien qu'il n'est resté personne pour témoigner de sa bravoure. J'avais envie de lui écrire. J'étais d'humeur à faire ce genre de folie. Ça coûte combien? Un timbre ordinaire suffit-il pour qu'une lettre arrive à la porte du paradis? Je ne pouvais pas l'écrire, cette lettre. Les mots ne me venaient pas. Toutes les astuces dont je me sers dans mes rédactions ne me servaient plus à rien. J'ai écouté la radio. L'émission s'appelait Le Gros Monsieur. Il s'agissait d'un détective privé très agile qui esquivait toujours les balles. J'ai entendu la musique du générique et puis le gros monsieur a grimpé sur sa balance. Poids, a-t-il dit, 120 kilos. Horoscope du jour, danger. C'était toujours comme ça, le gros monsieur. Mais ce soir, je ne pouvais pas me concentrer sur ses aventures. Il sautillait dans le noir, il faisait prisonnier un Allemand, un espion nommé Hans, mais ce Hans-là n'était pas concierge. Il était fleuriste, et il cachait des messages dans des pots d'orchidées. Ouais, des trucs comme ça. Maman a frappé à la porte et est entrée dans ma chambre. Elle m'apportait un plateau avec des carottes, des petits pois, du pain blanc et du jambon. Ce qui est très difficile à trouver à cause de la guerre. Il vous faut un carnet avec des tickets de rationnement de couleurs différentes. Et l'épicier peut vous sourire ou non, vous donner du beurre, des œufs et un peu de viande en échange de vos tickets. L'épicier, c'est comme un dieu. Il sourit beaucoup à maman. Il est célibataire. Il s'appelle Mr. Fish. Il sait que papa est enterré à Battant. Mais il aime bien maman et il voudrait aller au cinéma avec elle. Elle, elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'il lui prenne la main. Elle aime papa, même si maintenant, c'est un fantôme. J'ai dit, maman, est-ce que les fantômes te parlent quelquefois quand tu dors? Les fantômes? Quels fantômes? Papa, tiens-toi tranquille et mange ton dîner. J'aimerais parler à papa. Papa est mort. Mais il est devenu un fantôme. Mais qui t'a raconté de pareilles bêtises, a-t-elle demandé. Ce ne sont pas des bêtises, maman. Les gens meurent et deviennent des fantômes. Les fantômes se promènent la nuit parce qu'ils ne peuvent pas dormir. Les fantômes, a dit maman et elle s'est remise à pleurer. C'est juste un terme poli pour dire qu'on n'est plus rien. Du tout. Ce n'est pas poli. C'est dans le dictionnaire, maman. Chacun naît avec son esprit personnel, et l'esprit ne reste pas enfermé dans la tombe, il sort de votre squelette à la minute où vous mourrez. Mange tes carottes et tes petits pois, dit maman. Et elle m'a laissé tout seul, avec mon plateau. Je n'avais pas faim.
Je pensais aux fantômes de papa et à tous les autres fantômes de Batan. Et je me demandais si les fantômes américains et japonais se rencontraient quelquefois. Quelle langue parlaient-ils, en ce cas? En avait-il une à eux? C'était peut-être pour ça que celui de papa n'avait pas encore parlé à maman. Parce que les fantômes ne peuvent pas se parler entre eux, ne peuvent se parler qu'entre eux. C'est drôle, je détestais tellement les soldats japonais vivants et pas les morts. Je les imaginais en train de marcher à battant, avec leurs chapeaux pointus, en train de pleurer leurs femmes, leurs enfants. Être mort les rendait un peu humains. J'ai fini mes carottes et mes petits pois. J'ai fini tout le jambon. J'ai enfoncé mes dents dans le pain blanc. Il avait un goût de savon. Les boulangers devaient être tous partis à l'armée. Je ne réussissais pas à m'endormir. Je regardais les faisceaux lumineux dehors. Des halos argentés se promenaient à travers un ciel noir sans fin. J'ai commencé soudain à sombrer. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. Et c'est alors que j'ai entendu le téléphone sonner. J'ai décroché parce que maman dormait. J'ai reconnu Morissette. Mais elle devait être loin, en Alaska ou à Baton. Sa voix croassait sur la ligne. « Tu me manques, Jack. » Et le gros alors? Ai-je demandé. « Je l'épouse pour son argent. » Je suis devenue soupçonnée. « Morissette, on ne peut pas se marier à 11 ans, c'est pas légal. » Et pas que ce qui est légal qui compte. Mais Mrs. Carroll te mettra à la porte de l'école, ai-je répondu. Elle n'oserait pas. Personne n'a le droit de toucher à une épouse de soldat. Épouse de soldat, ai-je dit en sifflant entre mes dents. Arturo, il n'est pas soldat. Si, il va l'être. Son père va le faire rentrer dans la troupe du théâtre aux armées. Il distraira les troupes. Il aura un uniforme. Il voyagera en train avec Gary Cooper. Je devenais amère. Parce qu'Arturo avait toutes les veines. Je suis désolée, a-t-elle dit. Désolée de quoi? De ce qu'il t'a fait à la figure? Ah, ça se cicatrisera. Le grand Hans m'a mis de la teinture d'iode, il est comme un docteur là-bas dans son sous-sol. Le téléphone est resté silencieux, puis j'ai entendu ce croissement à nouveau, comme une voix sous l'eau. Tu m'aimes encore, Jack? Je ne pouvais pas lui mentir. Oui. Je te manque à chaque heure, chaque minute? Oui. Est-ce que tu continueras à m'appeler Coco? J'essayerai. Resteras-tu célibataire toute la vie une fois que je serai devenue Mrs. Arturo Fink? Probablement. Comment pouvais-je promettre de ne pas tomber amoureux dans 40 ans? Coco s'est mise à caqueter comme une sorcière. 40 ans! 40 ans! Ah, j'ai su que ce n'était pas Morissette. Ce devait être le fantôme caché dans son corps qui resterait jusqu'à ce qu'elle meure. Et il parlerait à sa façon stupide à lui. Ce n'avait rien à voir avec Morissette. Et tout cela devait être arrivé pendant que je rêvais, parce que quand j'ai ouvert les yeux, les faisceaux lumineux avaient disparu, et le ciel était tout rose. Je devais me lever pour partir à l'école.